magazine pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. En voici le sommaire. Fin hier à Lomé de la 36e session ordinaire du conseil d'administration de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et hameaux. La rencontre de Lomé avait pour objectif de mettre en place des mesures d'accompagnement pour permettre à l'institution de mener à bien ses missions dans le futur. Zimbabwe, gouvernement et opposition décident de se parler. Après des décennies de bruit, le chef de l'État et le principal parti d'opposition ont entamé des pourparlers afin de trouver une solution à la crise politique et économique du pays. Lancement le 27 novembre dernier à Lomé de la deuxième étape de la prise en charge médicale et psychologique des victimes des troubles sociopolitiques au Togo. Un an après la première étape, le HCRON, dans sa mission de réconciliation nationale, prend en charge 444 victimes vulnérables concernées par cette seconde étape. Chaque cas sera étudié sur la base des données de la CVJR. Le premier rapporteur du HCRON, Ouya Evalo, évoque entre autres dans cette édition les catégories de victimes concernées par ces mesures. Et puis les autres rubriques de ce samedi pluriel, les échos du palais et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Rideau hier à Lomé sur les travaux de la 36e session du Conseil des ministres de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et hameaux. 3 jours ont permis au comité des experts et au ministre de l'Espace de redéfinir un nouveau cadre institutionnel, organisationnel et financier en vue de donner un nouveau souffle à l'institution. Geneviève Pognon. Il s'est agi pour le comité des experts et les ministres des 14 pays de l'EAMO de trouver des mécanismes pour se conformer aux règles de la bonne gouvernance universitaire et d'adapter les enseignements aux nouvelles exigences du système LMD. D'importantes recommandations et décisions ont été prises pour renforcer le processus de modernisation de l'institution. Professeur Assoumou Antoine, rapporteur. Au titre des décisions, le Conseil des ministres adopte le budget de l'exercice 2019 de l'EAMO équilibré en recettes et en dépenses à 2 375 40 833 francs CFA. Au titre des résolutions, le Conseil des ministres adopte la grille salariale pour être annexée au statut général du personnel tout en recommandant de l'encadrer afin de ne pas dépasser le seuil de 34% du budget, conformément à la recommandation du cabinet d'expertise comptable. Autorise la direction générale à exécuter le projet d'amélioration du cadre de vie des étudiants à travers l'aménagement de l'espace extérieur du bloc pédagogique. Instruit la direction générale à engager la procédure de sécurisation foncière du nouveau site de l'EAMO et à matérialiser la présence de l'EAMO par un investissement léger. Autorise la direction générale à engager les démarches nécessaires auprès de l'Union africaine en vue de l'intégration de l'EAMO en son sein comme une école panafricaine de référence, institution spécialisée dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de la gestion urbaine. Au titre des recommandations, le Conseil des ministres recommande la mise en place d'une équipe technique devant appuyer la direction générale à élaborer le dossier du projet Platevas. C'est la République du Bénin qui a pris la présidence du Conseil d'administration et abritera la 37e session. La 3e édition de plaidoyer en faveur des détenus des prisons civiles du Togo a été célébrée hier. C'est une initiative des ONG et associations de défense des droits de l'homme qui ont échangé avec les détenus de la prison civile de Lomé sur la vie pénitentiaire. Un plaidoyer a été remis au ministre de la Justice avec pour objectif une meilleure politique d'insertion. Hélène Assabi. œuvrons pour l'adoption et la mise en œuvre d'une politique de réinsertion des ex-détenus au Togo. C'est le thème de la 3e édition de plaidoyer en faveur des détenus des prisons du Togo. Cette initiative de l'association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus vise à amener l'État à développer des politiques de réinsertion des détenus.
Kokode Kofi, président de l'association. Nous attendons de l'État que l'État fasse pour mise en place une politique de réinsertion afin d'éviter la récidivisme. Le taux de récidivisme est trop élevé dans les prisons du Togo. La politique de réinsertion, c'est l'État. Nous allons faire le suivi et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour faire le plaidoyer. Le reste appartient au gouvernement de prendre les décisions pour l'adoption d'une politique de réinsertion. Recevant les doléances des 13 prisons civiles et brigades pour mineurs du Togo, le ministre en charge de la justice, Pius Agbetome, a édifié les détenus sur les procédures de demande de liberté provisoire avant de les rassurer de la volonté de l'État à renforcer sa politique de réinsertion avec plus d'accent sur les ateliers de formation dans les prisons civiles du Togo. Pius Agbetome, ministre de la Justice. Je reconnais que tout ce que les détenus ont déclaré dans leurs documents, tout ce qu'ils ont fait passer comme message dans leur sketch est très expressif de leur état d'âme et de l'effectivité du déficit dans le domaine de la réinsertion. Et dans ce domaine précis, je prends acte et bonne note des doléances que vous avez présentées au gouvernement. Nous œuvrerons ensemble, dans la mesure du possible, pour faire ce qui est de notre pouvoir et aller beaucoup plus loin. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 70e journée internationale des droits de l'homme. Le réseau des communautés de femmes travailleuses RECOFET a appelé hier à l'arrêt des violences faites aux femmes sur les lieux de travail. Cet appel a été lancé au cours d'une campagne de sensibilisation ouverte depuis le 25 novembre et qui s'achève le 10 décembre prochain. Les responsables du réseau sont surtout convaincus que, aussi longtemps que les femmes et les filles qui forment la moitié de la population ne vivront pas à l'abri de la peur et de la violence sous toutes ses formes, il sera impossible de prétendre vivre dans un monde juste et égal. Asiba Akakbo, présidente du RECOFET. En dehors de la fonction publique où c'est respecté les congés de maternité, certains chefs d'entreprise ne veulent pas accorder les congés de maternité aux femmes. Nos États sont partie prenante aux conventions qui protègent la maternité. Le harcèlement sexuel, la femme qui cherche un emploi, on va lui demander de faire certaines choses qui ne rentrent pas directement dans son travail. Et si elle refuse, elle n'a pas ce poste-là. D'abord, c'est un plaidoyer que nous devons faire à l'endroit de nos autorités parce qu'il y a des lois qui protègent les femmes. Donc c'est une sensibilisation à l'endroit de nos sœurs pour que quand elles seront en face de ce genre de violence, elles puissent changer. Les lauréats du Centre de formation en santé publique de Lomé ont reçu hier leur diplôme de fin de formation. Ils sont une quinzaine dont la mission est désormais d'identifier les problèmes de santé dans les communautés et d'intervenir selon les priorités pour le bien-être des populations. Médecin Didier Koumavi Ekwevi, directeur du centre de formation. C'est une formation qui leur permet d'avoir des compétences de base, puisque la santé publique, c'est la science et l'art qui permet de prévenir les maladies. Donc nous insistons beaucoup sur la prévention des maladies, comment faire pour que nos populations ne tombent pas malades. Ils ont également des compétences en termes de gestion des programmes, des différentes épidémies et en termes de surveillance épidémiologique, c'est-à-dire être capable de donner des alertes, de faire des notifications lorsque nous avons des cas incidents ou bien des nouveaux cas, pour que l'État puisse répondre efficacement à ces différents problèmes pour éviter les épidémies dans nos pays. Ils ont également des compétences en comment bien gérer les financements de l'État pour qu'il y ait une répartition équitable pour un accès équitable de la population en matière de santé. Le directeur pays ONU-SIDA, Christian Moala, salue l'initiative du centre créé depuis 1964 pour renforcer les capacités des personnels soignants. Quant à la représentante du ministre de la Santé, Madame Aouyefa Vovor, elle s'est félicitée de la qualité de la formation avant de convier les techniciens à promouvoir la santé préventive dans leur milieu. Le syndicat des praticiens hospitaliers du Togo Saint-Fort tient son congrès ordinaire ce samedi à Lomé. Entre autres points à l'agenda de ce congrès, le bilan des activités, la révision des statuts et le renouvellement de l'instance dirigeante. Ati Ewala, secrétaire général du Saint-Fort. Nous allons devoir retoucher un peu à quelques articles de nos statuts pour essayer de nous conformer
à la nouvelle donne syndicale internationale aujourd'hui, en rapport avec les normes du travail. Au cours de la cérémonie d'ouverture, j'ai demandé l'autorisation au Congrès à faire entorse au statut parce que le renouvellement des instances, c'est lors des élections, c'est dans la troisième partie du Congrès. Comme le témoin m'avait été remis en 2012, j'ai voulu remettre ce témoin du Saint-Faute à une personnalité que vous connaissez déjà, Dr Cholignano Gilbert, à qui il reviendra désormais de conduire les activités de notre organisation. Présente à la cérémonie de lancement du congrès, la coordinatrice de la synergie des travailleurs du Togo-STT a apporté des précisions sur les négociations en cours. Madame Nadou Larson. Nous sommes à la table de négociation avec le ministre du Travail et les autres centrales syndicales, en plus même du patronat. Donc on a 2 séances de rencontres qui se tiennent assez proches. La séance avec le ministre et puis après on a la séance avec les employeurs. Et comme aucune décision concrète n'est encore tirée, la STT attend tout simplement que nous puissions tirer les conclusions définitives pour venir en assemblée. C'est cette attente des résultats qui fait que nous poussons un peu plus nos AG. L'Association des professionnels diplômés de l'École nationale supérieure d'ingénieurs a inauguré hier la première journée nationale de l'ingénieur. Pendant 2 jours, les membres de l'association vont échanger avec les opérateurs économiques et entre partenaires sur les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien leurs activités. Edmond Soba. Porté sur les fonds baptismaux en avril 2017, APD ainsi veut se faire connaître davantage par le public. Pendant ces 2 jours, elle se propose de faire l'état des lieux de sa coopération au Togo, présenter les œuvres et réalisations des ingénieurs togolais et proposer des solutions pour contribuer à la croissance et à la réussite des sociétés installées au Togo. Bani Marus, président du comité d'organisation de la journée. Il était important pour nous que le potentiel de l'ingénieur soit démontré. Et donc pour le démontrer, nous avons prévu faire une exposition des œuvres de ce qu'ils ont déjà réalisé. C'est de pouvoir amener les ingénieurs à comprendre qu'ils ont une responsabilité qui est importante, celle de travailler dans un corps professionnel organisé, celle de respecter les éthiques de ce métier-là, celle de travailler suivant la déontologie du métier. Et si le public qui vient, les opérateurs économiques, les décideurs, voient ce qui est présenté, ce qui est fait, ce qui est dit, et que demain ils peuvent faire confiance donc aux ingénieurs togolais, nous serons satisfaits d'avoir accompli quelque chose. Achille Kodom est panéliste et président de l'entreprise EACOM aux États-Unis d'Amérique. Il précise ici le rôle d'un ingénieur dans la réalisation d'un ouvrage. Il était important pour nous que le potentiel de l'ingénieur soit démontré. Et donc pour le démontrer, nous avons prévu faire une exposition des œuvres de ce qu'ils ont déjà réalisé. C'est de pouvoir amener les ingénieurs à comprendre qu'ils ont une responsabilité qui est importante, celle de travailler dans un corps professionnel organisé, celle de respecter les éthiques de ce métier-là, celle de travailler suivant la déontologie du métier. Et si le public qui vient, les opérateurs économiques, les décideurs, voient ce qui est présenté, ce qui est fait, ce qui est dit, et que demain ils peuvent faire confiance donc aux ingénieurs togolais, nous serons satisfaits d'avoir accompli quelque chose. Les ingénieurs du Togo ont déjà réalisé plusieurs ouvrages dans le pays. Ils veulent à travers cette journée se faire connaître davantage hors des frontières. Atelier d'échange et de planification de 2 jours du réseau national de réhabilitation à base communautaire depuis Sierra Lomé. La rencontre entend relancer les activités du réseau et présenter sa stratégie de développement. Il est également question de promouvoir la participation et l'inclusion des personnes handicapées afin de protéger leurs droits. Thérèse Adjaï est vice-présidente du réseau Africa Network. Quand nous parlons de réadaptation à base communautaire au Togo, il nous faut des arrêtés, des décrets d'application pour que cela puisse constituer force de loi, pour que les personnes handicapées puissent réellement jouir de leurs droits. Les différents acteurs qui travaillent avec les organisations de personnes handicapées doivent porter eux-mêmes plaidoyer pour que les acteurs au niveau de l'État aussi puissent les accompagner, pour que les partenaires puissent les accompagner, que ce soit en termes de ressources humaines, financières ou matérielles. Nous rappelons que le Togo a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées depuis le 1er mars 2011.
La 15e foire internationale de Lomé, ouverte le 23 novembre dernier, referme ses portes lundi 10 décembre 2018. Hier, la foire s'est ouverte sur la compagnie d'énergie électrique du Togo CET, dont les responsables ont vanté les nouveaux produits mis sur le marché. Youssouf Bougonou, directeur commercial de la CET. Aujourd'hui, l'engagement de la CET, c'est l'économie d'énergie. Parce que le sujet de l'énergie est stratégique pour le pays. L'économie d'énergie est un comportement qui va tous nous amener à l'optimisation de la fourniture énergétique du pays et à la certification de tout le monde. Autant pour les usagers parce que nous ne sommes pas un facturier. Dans l'attente de faire des chiffres d'affaires, nous sommes dans l'efficacité, la possibilité de servir durablement les Togolais. Et nous voulons les accompagner à faire de l'économie pour eux, mais aussi à nous permettre de mieux satisfaire l'ensemble de nos clients. On a lancé une promotion il y a quelques mois et à l'occasion de la foire, nous l'avons prorogée. Il s'agit essentiellement d'aider les Togolais à se raccorder de façon qualitative au réseau électrique et une promotion est aujourd'hui en cours sur les compteurs prépayés. Ça a été prorogé jusqu'au 21. À la foire ici, les clients pourront bénéficier de cette offre, mais aussi dans nos agences où la promotion a cours. Environ 11 000 exposants togolais et étrangers étaient attendus à cet important rendez-vous économique placé cette année sous le thème « Chaîne de valeur, vecteur du progrès ». Outre les affaires, cette 15e édition a aussi connu des conférences, séminaires et tables rondes. Le Burkina Faso est l'invité d'honneur de l'édition 2018. Législative du 20 décembre 2018, 850 candidats issus de 130 listes, dont 105 des partis politiques et 25 des candidats indépendants ou leurs représentants, sont entrés depuis le mardi 4 décembre dernier en campagne électorale. Ils vont de simples rencontres de sensibilisation aux meetings électoraux pour conquérir et présenter leur programme de société à leur électorat. Quelles doivent être la participation et le comportement de citoyens comme devoir civique dans la réussite de ce scrutin? Élément de réponse dans ce magazine de Bénédicte Kanda. Le citoyen doit d'abord avoir l'esprit de faire des périodes électorales des moments de fête et non de violence ou de peur. Et pour cela, il doit proscrire la violence sous toutes ses formes, cultiver le respect mutuel en évitant les injures ou les attaques personnelles, en faisant preuve de courtoisie vis-à-vis des autres citoyens. Agano Kofi Mileagbe, chargé des relations avec les médias à la direction de la formation civique. Le citoyen doit également cultiver la tolérance en acceptant d'accueillir et d'écouter tous les candidats, quelle que soit leur appartenance politique. Et je crois que le chapeau, c'est le respect de la loi, notamment le code électoral, qui est le cadre de référence qui fixe les règles du jeu et les conduites à tenir aussi bien pour les partis politiques que les citoyens eux-mêmes en toutes les étapes du processus, c'est-à-dire avant la période électorale, pendant et après le scrutin. Des dispositions du code électoral prévoient des sanctions pour tous ceux qui seront amenés à faire entorse à la loi et surtout au code électoral. Que doit faire alors le citoyen pour ne pas tomber sous le coup de la loi? Monsieur Aganon. Le citoyen ou l'électeur, il ne doit s'opposer que par des voies légales à toute action contraire aux lois. Éviter de participer à des activités de campagne en dehors de la période réglementaire. Et il faut qu'il évite également de participer à des réunions politiques sur la voie publique. Le code prévoit également de s'abstenir d'assister à des réunions politiques entre 22h et 6h. Donc éviter également d'utiliser les biens ou les moyens publics de l'État. Et spécialement le jour du scrutin, le citoyen togolais est convié à ne voter qu'une seule fois. Parce que s'il le fait 2 fois, il est en train de rentrer dans la fraude. Éviter de perturber le déroulement normal des opérations de vote. Et il doit se garder d'empêcher les autres électeurs de voter librement. On précise également que les électeurs doivent éviter d'entrer avec violence dans un bureau de vote. Nous devons également éviter d'aller dans un centre de vote ou dans un bureau de vote avec une arme apparente ou cachée. Donc il faut éviter également de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bulletins de vote
ou d'autres documents de propagande électorale. À la clôture du scrutin, l'électeur doit avoir patience et attendre que le dépouillement se fasse normalement pour prétendre avoir les résultats sortilèges. Voilà, un appel est donc lancé à tous les citoyens pour une participation active dans le respect du code électoral et de la loi pour une élection apaisée au Togo. Le sommet extraordinaire du G5 Sahel et ses partenaires et bailleurs de fonds a pris fin hier à Nouakchott, en Mauritanie. Les chefs d'État qui se disent satisfaits de leur rencontre ont vu leurs partenaires s'engager à mobiliser les 2 milliards d'euros pour financer la première phase du programme d'investissement prioritaire de l'organisation pour les 3 prochaines années. Parmi les projets, 9 ont déjà été retenus pour la construction et le bitumage d'axes routiers dans 3 zones transfrontalières. Mali-Mauritanie, Mali-Burkina Faso-Niger et la région Niger-Tchad. Mais aucune date n'a été fixée pour le décaissement de l'argent promis, alors que le G5 attend toujours une autre promesse faite l'année dernière à Bruxelles pour le financement de la force commune de défense. La justice de Guinée-Bissau a suspendu hier l'enregistrement des électeurs soupçonnant des irrégularités informatiques alors que la fin du processus prévu cette semaine devait ouvrir la voie à la fixation d'une date pour des élections législatives déjà reportées. Cette décision prise par le procureur général de Bissau fait suite à l'ouverture d'une enquête après le dépôt d'une plainte par plusieurs formations politiques prévu initialement le 18 novembre dernier, mais reporté sine die. Ces législatives doivent permettre de dénouer la crise que traverse le pays depuis l'éviction en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simoes Pereira. Au Zimbabwe, le gouvernement et l'opposition ont entamé des discussions afin de trouver une solution à la crise politique et économique que traverse le pays. Cette crise est née de l'élection de Emerson Mnangagwa à la tête du pays, élection que contexte toujours l'opposition. Angèle Ontonji. Effectivement, l'opposition ne reconnaît toujours pas l'élection en juillet dernier du président Emerson Mnangagwa, ce qui a plongé le pays dans des violences. Le chef de l'opposition a donc désigné une délégation pour négocier avec le parti au pouvoir, la ZANU-PF, afin de mettre fin à cette situation. Ces violences post-électorales ont également plongé le pays dans une crise économique, car les investisseurs internationaux ne viennent plus en masse dans le pays pour relancer l'économie comme l'espérait le chef de l'État. Il faut dire que ces violences ont aussi endommagé la crédibilité du président qui tentait de convaincre que le Zimbabwe a changé et n'est plus celui de l'ère Mugabe. Notons que cette prise de contact entre le chef de l'État et l'opposition intervient aussi au moment où le pays tente de convaincre les États-Unis d'abandonner les sanctions économiques contre Harare. Washington a déjà fait savoir que même s'il y a des signes encourageants, les réformes ne sont pas suffisamment importantes, notamment en matière de respect des droits de l'homme. Les États-Unis reprendront donc des relations bilatérales avec Harare dès qu'il y aura de réels progrès. Encore 2 semaines pour la présidentielle en RD Congo. Le président de la commission électorale, Corneille Manga, a animé hier à Kinshasa une conférence de presse sur l'organisation du scrutin du 23 décembre. Il s'agissait de rassurer ceux qui s'inquiètent à l'approche de l'échéance. Le président de la CENI reconnaît toutefois un point critique. Les procès-verbaux et fiches de résultats vierges sont toujours en cours d'impression en Afrique du Sud. C'est un total de 380 tonnes de matériel qu'il va falloir réceptionner et déployer avant le 23 décembre. Le président burundais Pierre Nkurunziza exige la tenue d'un sommet régional sur le conflit ouvert avec son voisin et ennemi rwandais Paul Kagame. Dans une lettre adressée à son homologue ougandais Yoweri Museveni, le président burundais accuse le Rwanda d'être à l'origine de la crise que traverse son pays depuis avril 2015. Le président burundais avait à cette époque annoncé sa candidature à un 3e mandat contraire à la constitution en vigueur. À ce moment,
mondiale. Après avoir provoqué le report du sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est le 30 novembre dernier, le président Nkurunziza exige l'organisation d'un sommet extraordinaire dont l'agenda sera de trouver une solution à la question du conflit ouvert entre le Burundi et le Rwanda. Le sommet prévu fin novembre à Arusha en Tanzanie et boycotté par la délégation burundaise devait aborder la crise burundaise. Et nous abordons donc la deuxième partie de cette édition, invité du journal. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN, dans son programme de réparation et d'indemnisation entamé le 27 novembre dernier, la deuxième phase de la prise en charge médicale et psychologique des victimes des troubles sociaux politiques au Togo. En inaugurant cette seconde étape du processus, la présidente de l'institution, Madame Awa Nana Daboya, a rassuré les 438 victimes qu'aucune d'entre elles ne sera laissée pour compte. Pour plus de lumière sur ce programme, nous recevons ce samedi comme invité le premier rapporteur du HCRUN, M. Uyao Evalo. Il évoque, entre autres, au micro de Sylvie Tchangay, les catégories des victimes concernées par ces mesures. Le HCRUN a pour mission d'exécuter une phase cruciale du processus de réconciliation nationale et du pardon dans notre pays. Pour accomplir sa mission, il a commencé par l'exécution de la première phase des indemnisations de certaines victimes. Pouvez-vous nous faire un petit bilan de la première étape de la mise en œuvre du volet indemnisation? La première étape de la mise en œuvre du programme de réparation, notamment son volet indemnisation, est achevée le 17 septembre dernier. Et le 26, nous avons eu une conférence de presse pour informer la population sur les résultats auxquels nous étions parvenus à l'issue de cette étape. Le HCRUN s'était dit que si nous pouvions couvrir environ 2475, on pense que ce serait une bonne chose. À l'issue de cette première étape, nous avons pu couvrir au total 2510 victimes, vulnérables et non vulnérables confondues. Ça veut dire que, au regard des prévisions qui étaient de couvrir 2475 et du résultat obtenu en fin de compte, c'est quand même un succès. Si on veut calculer le taux de participation des victimes, ça fait déjà un taux de participation de 100,41% sur la base des prévisions. Et en ce qui concerne la satisfaction des victimes, les victimes se sont déclarées satisfaites et selon l'ONG qui nous accompagne, notamment M-Afrique, ce taux de satisfaction se situe autour de 96,87%. Mardi passé, vous avez lancé la deuxième étape d'indemnisation. Si vous pouvez nous dire quel genre de victimes cette étape correspond. Au début, nous avions, pour la première étape, évalué à peu près le nombre de victimes qu'on pouvait prendre en charge. Nous l'avions fait tout simplement parce que nous avions plutôt priorisé la prise en charge des victimes, en tout cas du volet indemnisation. Cette fois-ci, nous pensons qu'on peut aussi prendre en compte le volet indemnisation et d'autres secteurs du programme de réparation. Quand vous prenez par exemple le volet indemnisation et prise en charge médicale et psychologique, on peut à peu près savoir combien de victimes on a et on peut essayer de faire des simulations, même si elles ne sont pas toujours exactes parce qu'il y a des victimes vulnérables, on ne sait pas quel est leur état de vulnérabilité et en plus il y a des victimes qui étaient enregistrés à l'époque des travaux de la CVJR non vulnérables, mais qui par la suite ont développé des maladies liées aux sévices qu'ils ont subis ou aux préjudices subis. Ça pose un problème. À cette difficulté vient s'ajouter le fait que nous pensons étendre notre action dans les autres secteurs, notamment dans le secteur des réparations d'ordre mémoriel ou des réparations d'ordre communautaire. Le HCRUN a décidé de couvrir au cours de cette deuxième étape toutes les victimes vulnérables. C'est en tout cas ce qui ressort du discours de la présidente mardi dernier. Qu'est-ce qui motive ce changement de stratégie? Dans notre stratégie initiale, il était dit que comme les plaies liées aux événements de 2005 sont encore plus vives, il vaut mieux de voir dans quelle mesure on pourra s'occuper des victimes vulnérables de 2005 et après épuiser toutes les victimes non vulnérables de 2005. Et également faire tout pour prendre toutes les victimes non vulnérables de 2005. Or, on dit que c'est le terrain qui commande l'action. Lorsque nous avons commencé la prise en charge des victimes de 2005,
victimes vulnérables. Il y a d'autres victimes d'autres périodes qui, par plusieurs canaux, saisissaient le Ashkoun sur leur état de santé. Donc, on a changé de stratégie. On s'est dit qu'au lieu de s'occuper seulement des victimes non vulnérables de 2005, dans le compte de cette allocation, on va faire tout pour finir toutes les vulnérables de toutes les périodes. Donc, les victimes vulnérables de la première période, 2005, parce qu'il y avait d'autres qu'on n'avait pas pu trouver, qu'on a retrouvés après la fin des premières opérations. Il y a les victimes vulnérables de 91 à 2004. Il y a les victimes vulnérables de 58 à 89. Et ça fait au total 444 victimes vulnérables pour toutes les périodes. Nous pensons les prendre en charge au même moment que nous nous occupons des victimes non vulnérables de 2005. Quelles sont les différentes étapes de la prise en charge et d'indemnisation des victimes? Lorsque nous voulons prendre en charge les victimes, il faut d'abord les retrouver. Cela suppose visiter la base de données de la CVJR. Lorsque ces victimes sont identifiées, on doit, à partir de leur identité, faire une liste et ces listes doivent faire l'objet d'affichage. Après donc cette publication, il y a ce que nous appelons une mission avancée. Alors, il faut aller les chercher. Il faut aller s'assurer qu'elles sont effectivement là. Et donc là, on fait entrer dans la danse les préfets pour qu'ils nous aident, les comités de paix, les chefs traditionnels, etc. Là aussi, la presse joue un rôle très intéressant. Après donc cette étape qui correspond à l'étape de l'information pour que les personnes soient au courant de ce qu'elles sont dans la vague que le Ashkoun attend, le jour J, elles viennent au centre d'opération. Quand elles arrivent, il y a le personnel du Ashkoun plus les personnes ressources qui les reçoivent, premièrement, s'assure de ce que ce sont effectivement les noms affichés. C'est-à-dire que les personnes qui sont devant eux, ce sont leurs noms qui sont affichés. Une première vérification. Et après maintenant, il y a un deuxième contrôle à ce niveau qui est fait par les agents du Ashkoun. Là, on essaie de vérifier rapidement pour voir à partir des faits. Est-ce que c'est les victimes concernées qui sont là? On leur pose un certain nombre de questions. Si la victime arrive à répondre de façon exacte à ces questions, là, l'agent du Ashkoun, la personne ressource, s'assure que c'est effectivement la victime en question. Mais alors là, ce deuxième niveau de vérification, il y aura un troisième niveau de vérification. Après cela, il y a un briefing. Le briefing, c'est un entretien liminaire avec les victimes pour leur dire à peu près en quoi consiste le programme de réparation. Qu'est-ce qui se cache derrière la notion symbolique dans le cadre du processus de justice transitionnelle. Pourquoi l'État a décidé de leur donner, au lieu des dédommagements, des indemnités, parce qu'il s'agit d'une manière pour l'État de reconnaître leur souffrance. En réalité, ça ne comble pas les problèmes qu'ils ont eus. Troisième niveau de vérification, c'est les huissiers. Les huissiers font leur travail et attestent que c'est effectivement les victimes qui ont été demandées et qui sont donc éligibles au paiement de l'indemnité. Et c'est en ce moment que l'autre étape arrive, ils vont maintenant pour recevoir leur indemnité. Et après leur indemnité, évidemment, ils passent sur les médecins de M-Afrique s'il s'agit des victimes vulnérables. Mais si ne sont pas des victimes vulnérables, c'est à l'issue, n'est-ce pas, du processus, c'est-à-dire après avoir pris leur indemnité, qu'ils vont aller pour s'entretenir avec les spécialistes de l'ONG M-Afrique pour voir à peu près quel est leur état d'esprit, qu'est-ce qu'ils pensent des indemnités qui leur ont été remises, qu'est-ce qu'ils pensent globalement du processus, sont-ils satisfaits, ne sont-ils pas satisfaits, pour quelles raisons. Ça permet d'une part de rectifier le tir ou de voir les raisons qui motivent les insatisfactions éventuelles. Et pour finir, la première étape selon votre intervention a été un succès. Par contre, il y a eu des difficultés que vous avez relevées. Oui. Est-ce que des dispositions sont prises pour pouvoir pallier à ces difficultés lors de la deuxième étape? Difficultés, oui, il y en a eu. Oui, il y a aussi des défis à relever. Les difficultés sont très nombreuses. Malgré la réussite, il faut quand même avouer qu'on a eu beaucoup de difficultés. L'une des premières difficultés, c'est l'accès aux victimes. Figurez-vous que les dépositions ont été faites depuis 2010. Et c'est dans les dépositions que les victimes ont donné les coordonnées à partir desquelles elles pouvaient être retrouvées. De 2010 à 2017-2018, il y a eu beaucoup de changements. Des victimes ont perdu leur portable, d'autres n'ont plus de portable. Des victimes avaient donné les personnes à contacter. Ces personnes sont décédées. Des victimes sont décédées. La seconde difficulté est liée
à l'incivisme de certaines personnes indélicates qui pensent qu'elles peuvent pas s'ingérer ou bien s'incruster ou en tout cas rentrer dans les rangs des victimes pour prendre indûment les indemnités à la place des victimes. Et là, ils jouent sur les homonymie, les ressemblances entre les prénoms et les noms. Pour cette question précise, nous avons pu mettre toutes les dispositions pour pouvoir déceler toutes ces failles. Une autre difficulté que nous avons rencontrée, c'est surtout dans le cas des personnes décédées. Et il faut donc réunir les ayants droit. Il y a des défis que nous pensons qu'il faut aussi relever. Sur le volet des réparations mémorielles, beaucoup de choses ont été faites. Mais ce n'est pas suffisant. Il est dit, par exemple, que l'État doit rendre hommage aux personnalités qui ont marqué la vie de ce pays, que ce soit des hommes de lettres, des hommes de sciences, des hommes de culture, des hommes politiques, etc. C'est vrai qu'on a essayé de rendre hommage à certains. C'est le cas de l'hommage rendu au président Sylvanus Olympio à l'occasion du 26 avril 2017. Nous pensons que nous pouvons encore faire mieux parce que le président Sylvanus Olympio, c'est le premier président du Togo, mais il y a eu d'autres personnalités qui ont marqué notre pays. Nous pensons que si c'est possible et si nous arrivons à réunir les conditions suffisantes, on va essayer de voir si on peut, dans le cadre de l'enveloppe que l'État vient de nous remettre, si on peut encore célébrer un de ces grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays. Ça pourra être un grand homme des lettres, ça peut être un artiste, donc on verra. Il y a aussi dans le domaine des réparations communautaires. Jusqu'ici, nous n'avons même pas touché ce volet. Les réparations communautaires, c'est les réparations liées aux communautés qui ont souffert sous certains régimes pour des raisons précises ou des raisons politiques. Parfois même pas de route dans la communauté en question, pas de centre de santé, pas de petite école, etc. En tout cas, bon, il faut faire quelque chose pour marquer la reconnaissance de l'État de ce qui s'est passé, dire à cette communauté que là, l'État n'a pas oublié les souffrances qu'elle a endurées, puisque c'est des souffrances collectives. Donc, s'il s'agit des réparations collectives, nous pensons aussi que dans le cadre de l'utilisation de cette enveloppe, si on pouvait réaliser une telle activité, cela nous ferait beaucoup plaisir. Et c'est d'ailleurs le vœu le plus cher de la présidente. Ouyao Evalo, il est le premier rapporteur du Ashkroun. Il était au micro de Sylvie Tchangaï et parlait des différentes catégories des victimes concernées par la deuxième phase de la prise en charge médicale et psychologique des victimes donc des troubles socio-politiques au Togo. Écho du Palais. Le nommé Daniel, cultivateur de profession dans le AO, est accusé d'homicide volontaire. Il aurait assassiné un homme qu'il accusait de sorcellerie. Inculpé a donc été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Le retour sur les faits de cet assassinat avec Hélène Assabi. Le 3 octobre 2012, le corps du nommé Amou a été retrouvé sans vie dans la rivière Asmara 5 jours après sa disparition mystérieuse. En effet, le 29 septembre, parti au champ vers 13h, il ne revint pas à la maison jusqu'à la tombée de la nuit. Le soir du même jour, sa famille, inquiète de cette absence inhabituelle, entreprit les recherches qui aboutirent à la découverte de la chaise qu'il utilise au champ au bord de la rivière. Persuadé qu'il lui était arrivé quelque chose là-bas, la famille sollicite l'aide de certains nageurs qui, après 3 jours de plongée infructueuse, renoncèrent aux recherches. Refusant de se laisser abattre par le désespoir, la famille fit appel à d'autres nageurs qui reprirent les plongées qui, cette fois-ci, permirent de repêcher son corps en décomposition entamée. Soupçonné d'être l'auteur de sa mort, le sieur Daniel est interpellé par la gendarmerie. Durant toute la procédure, l'inculpé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et expliqué que la victime est un voisin qui l'enviait depuis que ses activités ont commencé à prospérer et pour ce faire, il ne cessait de lui chercher des noises. Ainsi, après avoir refusé de lui restituer 2 cochons qu'il lui avait vendus et qui étaient retournés dans son enclos, il passait son temps à le diffamer sous prétexte qu'il avait volé sa poule. À ces faits de jour s'ajoutent ceux de la nuit, car selon Daniel, la victime était une sorcière qui l'attaquait spirituellement. Une nuit, il a rêvé qu'un chien le poursuivait et quelque temps après, c'est un abcès à la jambe qui a failli le tuer.
Puis ce fut le tour de 2 de ses enfants, âgés respectivement de 8 et 9 ans, qui sont morts le même jour. Les causes de tous ces faits lui ont été révélées par un féticheur qui lui a confié que c'est un voisin qui était à la base de ses malheurs. Tout de suite, ses soupçons se sont portés sur Feu Amo. C'est alors qu'il a décidé de mettre un terme à sa vie. Ainsi, le 29 septembre 2012, lorsqu'il l'a vu partir au champ, il a tendu une embuscade près de la rivière. De retour, et ne se doutant de rien, il a laissé traverser celle-ci et arrivé à sa hauteur, il tira sur lui avec un fusil. Projeté dans la rivière, il se débattait pour sortir de l'eau lorsqu'il l'acheva à coups de machette. L'inculpé ajoute qu'il ne regrette pas son acte car il se sent tranquille depuis qu'il est mort et que d'ailleurs les autorités judiciaires feraient mieux de réprimer les sorciers que de s'acharner sur ceux qui débarrassent la société de ces méchants tueurs silencieux. Malgré ces arguments, les juges ne lui ont pas donné raison. Ainsi, à l'audience du 16 février 2016, le sieur Daniel a été accusé d'homicide volontaire. Il a été donc condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. À samedi prochain. Nous abordons la revue de presse qui va donc clôturer cette édition. Tous les journaux de la place en parlent depuis quelques jours. Le processus électoral suit son cours normal. La campagne électorale a été lancée le 4 décembre dernier pour le compte des élections législatives du 20 décembre prochain. 800 candidats ont donc 14 jours pour convaincre leur électorat entre caravane, meeting et le porte-à-porte. La revue de presse, c'est donc avec Léontine Atogima. Démarrage de la campagne électorale mardi, tout est prêt pour une nouvelle législature, trouve l'Union pour la patrie. Le bi-hebdomadaire précise 850 candidats pour 150 listes, 30 circonscriptions électorales à explorer. Le Messager confirme que 850 candidats sont en lice à travers 130 listes pour les 91 sièges de l'Assemblée nationale. Gagner un siège, le pari pour ces candidats, relate Togo Matin. Plusieurs partis d'opposition et des indépendants disputent les sièges avec UNIR, mentionne l'éveil de la nation. Le bi-hebdomadaire rappelle plus loin que c'est sans compter la participation de la coalition des 14 partis de l'opposition qui appellent au boycott et au report du scrutin. À ce sujet, Nouvelle Opinion cite le porte-parole du gouvernement Gilbert Bahora en ces termes: il n'est plus possible de penser à un report. Le processus électoral ira à son terme, ajoute le quotidien privé Togo Matin. Une guerre ouverte donc entre le pouvoir et la C14, annonce Nouvelle Écho. La Nouvelle Tribune rajoute que la C14 durcit le ton en appelant à de nouvelles manifestations synchronisées sur toute l'étendue du territoire national alors que la campagne électorale bat son plein. Risque de trouble de la campagne électorale, la caravane de la C14 ne passera pas, titre Togo Matin. Le journal indique dans ses colonnes que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a adressé aux responsables du regroupement des 14 partis un courrier interdisant leurs manifestations. Le gouvernement interdit les manifestations de la C14 visant l'empêchement des élections, trouve également le changement. Face au durcissement de ton des deux partis impliqués dans la crise politique, la lanterne se demande entre la C14 et le pouvoir qui se conforme aux recommandations de la feuille de route de la CEDEAO. La CEDEAO, face à ses responsabilités devant l'histoire au Togo, remarque Liberté. Et le magazine de la bonne humeur Sika d'inviter les acteurs politiques à éviter le bain de sang. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition de Magazine Pluriel. C'est une édition qui s'anime tous les samedis à partir de 12h30. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous samedi prochain.